Bienvenue sur Focus Grenoble et notre série Un praticien, un expert consacré aujourd'hui à la lutte scolaire. Vous êtes un certain nombre à avoir manifesté votre souhait pour que nous traitions de ce support éducatif. Cette vidéo formation s'organisera donc en plusieurs clips destinés à approfondir, réviser, réactualiser, mais aussi rassurer les enseignants EPS engagés au quotidien sur ce support éducatif. Sur notre académie, la lutte touche 50% des établissements scolaires sur environ 320 collèges répertoriés. C'est donc près de 4800 heures d'enseignement chaque année. C'est aussi une représentativité de cette activité de l'ordre de 5% sur l'ensemble des activités abordées dans un cursus de collégiens. C'est donc la première activité de combat utilisée dans le cadre de l'éducation physique. Pourtant, si elle constitue une activité largement utilisée, essentiellement de par sa faisabilité de mise en œuvre matérielle, elle n'est que trop souvent abordée en initiation ou en découverte. Pour mieux vous la présenter et dépasser les appréhensions, les doutes ou les approches trop restrictives de cette activité de combat de préhension, nous retrouvons un expert, François Lassuy, vice-président de la Fédération française de lutte, ainsi que son équipe technique et un professeur d'EPS soucieux de faire progresser sa pratique professionnelle. Bonne lecture et à très bientôt sur Focus Grenoble. Céline, alors merci de m'accueillir dans ton établissement. Tu as besoin de mes services pour démarrer un cycle lutte? Tout à fait. Donc là, j'ai démarré avec des classes de 6e jusqu'au 3e. J'aurais besoin que tu me clarifies 2-3 choses sur le rituel, la sécurité, le règlement en milieu scolaire pour une lutte. D'accord, pas de souci pour ça. Et oui, effectivement, tu as la lutte gréco-romaine, la lutte libre, la lutte féminine, mais ce ne sont pas des styles que tu pourras enseigner au collège. Dans les années 90, l'UNSS et la Commission mixte nationale a planché là-dessus et nous avons sorti une lutte qu'on appelle la lutte collège. Une lutte adaptée au milieu scolaire avec une simplification extrême des règles et une prise en compte de la sécurité, et c'est ce style que tu vas pratiquer au collège. Le but, c'est un mélange des trois pour le collégien ou c'est un style particulier? Alors non, ce n'est pas un mélange des trois styles. On a écarté la lutte gréco-romaine qui était une lutte avec beaucoup de projections, qui était plus à risque dans le milieu scolaire. On a centré notre attention sur la lutte libre et la lutte féminine qui sont très proches. Alors évidemment, l'objectif c'était quand même de garder la logique interne, l'essence même de l'activité, qui est de mettre deux individus face à face. L'un, on va chercher à faire tomber son adversaire, le déséquilibrer, l'amener au sol, et surtout au sol, le mettre sur le dos, l'immobiliser sur le dos. Voilà l'essence de l'activité. Donc on a simplifié à l'extrême pour arriver à prendre un style qui rassemble ces règles-là. Le but, ça sera donc d'amener son adversaire d'une position debout au sol et l'immobiliser. Mais à quelles conditions? Tu auras 4 règles pour être en situation de lutte, 4 règles incontournables. La première, c'est de faire du 1 contre 1, pas comme en rugby, on n'est pas dans une activité d'équipe, là on est en activité interindividuelle d'opposition, première règle donc. La deuxième, un tapis normalisé, ça ne se fait pas sur de l'herbe ou sur du sable. La troisième, c'est un règlement adapté, celui qu'on a pondu, on l'appelle lutte collège, encore lutte jeune parfois. Et enfin la dernière règle, la dernière situation qui fera qu'on est dans du combat, ça sera l'incertitude créée par l'adversaire qui cherche le même but. À travers la lutte au collège, est-ce qu'il y a des valeurs fondamentales, importantes à transmettre à nos élèves? Eh oui, bien sûr. Comme en escalade, on va parler de sécurité, en lutte. Sur la première séance, quand on va présenter l'activité aux enfants, on leur parlera d'un rituel de respect de l'adversaire, puisque la confrontation comme ça entre deux individus, c'est quelque chose, mais ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin et au début du match, on serre la main par respect. Et il y a à travers toute l'activité la maîtrise des émotions qu'on va ressentir. Se faire agresser d'une certaine façon peut entraîner certaines réactions et maîtriser tout ça, c'est un des premiers objectifs qu'on doit essayer de présenter en lutte. Et ça passe par quel moyen? Alors, le garant de la sécurité, le garant de tout ça, ce sera l'arbitre.
Il y aura toujours un arbitre, il y aura un respect évidemment incontournable de l'arbitre, et c'est lui qui va demander aux athlètes de se serrer la main au début de match, en fin de match, et au moindre risque, au moindre problème, l'arbitre intervient. La notion de sécurité en lutte, est-ce qu'il y a différents aspects? Et voilà, si tu peux nous en parler. Oui, bien sûr. La lutte, comme beaucoup d'activités, ça peut générer quelques inquiétudes. Alors à ce niveau-là, on va parler de 3 choses en général. On va parler du matériel, des locaux, on va parler aussi des élèves, pour certains cas, et ensuite on va parler évidemment des règles qui ont été adaptées. Alors sur la première, moi j'ai une question. Si j'ai pas une superbe salle de lutte spécifique, je suis dans un gymnase type C, j'ai des tapis Sarnège, qu'est-ce que je peux faire quand je démarre par exemple une lutte au sol, un premier hauteur et ensuite debout? Et oui, évidemment, quand tu arrives dans un établissement, il y a différentes conditions. Tu peux avoir une salle comme ça qui est magnifique, mais quand même, dès que tu arrives dans des locaux, il y a plusieurs choses que tu dois regarder. D'abord, les abords des tapis. On ne parle pas des tapis tout de suite. Les tapis sont les murs, ce sont les radiateurs, les piliers qui pourraient être là et être dangereux. Est-ce qu'ils sont protégés? Donc il faut prendre des précautions à ce niveau-là. Il faut éviter d'en avoir, évidemment. Ensuite, tu vas regarder aussi les tapis. Les tapis, c'est quand même quelque chose d'important. Et ils sont normalisés. Alors là, tu vas avoir différents cas de figure. Il y a des établissements où tu auras des petits tapis de 2 mètres sur 1, les tapis classiques, de 2 cm à 4 cm en général, maximum. Là, ça pose plus de problèmes. Et au niveau de la surface, donc si je démarre une lutte au sol, tu me conseilles de mettre plutôt 3 tapis, plutôt 8, combien de mètres carrés? Alors, plusieurs conditions autour des tapis. D'abord les gabarits, évidemment, avec des élèves de 3e, on n'est pas dans la même situation que des élèves de 6e. Donc en général, si tu travailles au sol et si tu travailles debout aussi, il faut envisager ça. Au sol, des petits gabarits peuvent travailler sur 4 à 6 mètres carrés, c'est-à-dire 2 tapis. D'accord. Ensuite, des gabarits plus importants, 3 tapis. Et ensuite, si tu travailles debout, là, il faut aller sur 6 tapis, c'est-à-dire une surface de 12 mètres carrés à peu près. Et donc tu conseilles plutôt des tapis qui se scratchent? Ah oui, alors, à partir du moment où tu vas travailler sur les tapis, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. Des tapis qui font 2 cm d'épaisseur ne permettront pas des chutes, ou alors des chutes à risque, puisque les chocs peuvent être dangereux. Ensuite, si tu as des tapis mobiles, tu vas avoir à chaque mouvement un mouvement des tapis qui vont s'écarter, donc là, impossible de travailler correctement. Aujourd'hui, tu as des tapis avec des scratchs, des velcro, qui viennent se poser l'un sur l'autre, et en général, ça tient ça. Et par rapport aux autres surfaces de combat, donc tu considères avec des plots pour délimiter, faire des différents espaces? Alors l'idéal évidemment c'est une salle tracée. Tu n'es pas obligé de mettre des plots ou de tracer au sol, c'est l'arbitre qui doit vérifier, qui doit surveiller son couple et surveiller un peu ses mouvements. Quand 2 couples se rapprochent, l'arbitre arrête immédiatement le combat. Merci François pour le premier aspect donc matériel. Maintenant je voudrais aborder avec toi l'aspect humain. Et oui, quand tu veux parler de sécurité, après avoir regardé ta salle, il faut regarder tes élèves. Et là, il y a, je dirais, 2 aspects à voir. Tout d'abord, la tenue. Les élèves vont arriver pour faire un sport de combat de contact. Donc, tout ce qui peut être dangereux, lunettes, boucles d'oreilles, piercing, barrettes dans les cheveux, tout ça, c'est à éviter. Donc, ils les enlèvent, ils les laissent dans les vestiaires. Également, les vêtements amples comme ça. Dans les mouvements, on retrouve parfois une tendance à attraper les vêtements, donc ce qui n'est pas bon. Interdit en lutte, voilà, donc interdit. Mais aussi, on peut se prendre les doigts dans les vêtements. Donc ça, à proscrire. Et le deuxième aspect, ensuite, ce sont les comportements à risque. Quand tu observes ta classe, il va falloir, lors de la première séance, repérer certains comportements. Déjà, le champion de judo ou le champion de lutte du coin qui va vouloir démontrer à ses copains qu'il est le plus fort. Et là, malheureusement, la chute n'est pas préparée et on peut avoir des accidents. Ensuite, on a des gamins qui sont plutôt timorés, qui ont peur de la chute. Ces gamins-là sont à repérer immédiatement pour les préparer à la chute, pour les faire entrer tranquillement dans l'activité à travers des petits jeux. Le contact corporel peut aussi inhiber certains gamins. Au niveau des gabarits poids, justement. Oui. Tu as des gabarits parfois surprenants dans certaines classes, ça peut aller, je ne vais pas dire du simple au double, mais parfois on peut presque y arriver. Il faut éviter immédiatement de mettre en opposition 2 gamins avec une différence de poids énorme. Donc tu nous conseillerais d'abord, dès le début du cycle, de peser nos élèves afin de faire un étalonnage de notre classe pour vérifier plus ou moins les dans le meilleur des cas, voilà. Dans le meilleur des cas, tu peux avoir une petite balance, c'est ce qu'on fait ici, une petite balance et tu les pèses avec un certain protocole.
protocole, parce qu'on sait que les enfants ne veulent pas trop parler de leur poids, Oui. mais il faut les confronter aussi à la réalité des choses. Hein. Donc on peut les peser, mais aussi au coup d'œil, lourd, moyen, léger, hein, en alignant les élèves, tu peux déjà limiter la casse, en les faisant travailler par groupe de poids. Ensuite, la mixité va s'installer doucement, si tu démixes au départ, elle va s'installer, et le mélange des poids aussi, parce que un léger peut s'entraîner avec un moyen. Et parfois, on a certains légers qui iront jusque chez les lourds, si on fait des montantes descendantes. Là, par contre, il faudra peut-être mettre une limite quand même. D'accord, donc faire attention au groupe affinitaire. Effectivement, si j'ai une copine avec moi qui veut faire de la lutte, mais qu'elle a 20 kilos de plus que moi, là tu te diras attention, ce ne sera pas possible pour avoir une meilleure sécurité pour Voilà, les et élèves. notamment chez les plus jeunes, parce que simplement le poids qui tombe sur son partenaire peut entraîner un risque de blessure. Donc là, nos deux lutteurs sont en train de combattre. L'arbitre est donc le garant de la sécurité de ces deux combattants. Que fais-tu des élèves qui sont sur le côté, qui attendent leur combat? Donc dans les compétences méthodiques et sociales, quel rôle tu donnes à ces élèves-là, notamment dans un cadre sécuritaire? Et oui, l'arbitre intervient à tout moment dans l'activité lutte, c'est ce qui est intéressant. Et par exemple, non seulement il gère le combat, il gère aussi ce qui se passe autour du combat. Donc on peut avoir un observateur sur une poule de 4, deux combattants, un arbitre, un observateur. Parfois, la distraction d'un observateur, bras tendus, posé à côté, regardant autre chose, peut être dangereuse. Cette situation est dangereuse. Donc, l'arbitre doit préserver le territoire, doit observer le comportement de ces deux combattants. On peut avoir des attitudes particulières. Un combattant particulièrement violent ou qui s'énerve sur un match, cette tension qui est générée par l'affrontement doit être gérée par l'arbitre. Donc, ce sont des choses qu'on va répéter sans cesse à l'arbitre. On enfonce le clou et c'est une gestion qui est délicate. L'arbitre commande le match. Et ce qui est intéressant pour le professeur quand il intervient sur un combat, c'est qu'il s'adresse d'abord à l'arbitre. C'est l'arbitre qui doit lui répondre. Et évidemment, l'observateur peut venir soutenir un peu ses dires, mais surtout responsabiliser un arbitre. Soit concrètement, en 3 mots, pour toi, l'arbitre doit savoir faire quoi et à quel moment il doit intervenir? Écoute, c'est très simple. Hein. L'arbitre a 3 fonctions, je dirais essentielles. La première, c'est évidemment la cotation des points. La seconde, la gestion des comportements anormaux. Et enfin, la troisième, la gestion du territoire. Je règle sur les sorties de tapis, je démarre et j'arrête le combat. Voilà. D'accord, donc tu dévolues tous ces savoirs-là, mais tu restes quand même le garant de toute la surface des combattants. Mais oui, tu as 12 arbitres ou 6 à 10 arbitres qui fonctionnent en même temps. Tous ne savent pas arbitrer correctement. Donc tu prends du recul sur l'activité, tu regardes un peu les tapis fonctionner et dès qu'il y a un problème, on arrête et surtout on explique à l'ensemble de la classe pourquoi ce tapis-là ne fonctionne pas, quel est le problème qui est souvent aussi mal géré par l'arbitre. Kevin, maintenant j'aimerais bien qu'on aborde l'aspect réglementaire toujours dans le chapitre sécurité, et notamment pour toi, quelles sont les règles d'or en lutte? Alors, il y a plusieurs choses à penser déjà. Il faut faire déjà attention aux actions volontaires qui sont destinées à faire mal. Donc, donner des coups, tirer les cheveux, tirer les oreilles, voilà, toutes ces actions qui peuvent être évitées déjà volontairement, on les évitera. Pour rebondir par rapport au judo, donc là, est-ce que les étranglements sont autorisés? Bien sûr que non. En lutte, nous n'avons pas le droit d'étrangler, nous n'avons pas le droit non plus de soumettre les articulations à des tensions douloureuses. Voilà. Dès qu'on sent la douleur arriver en lutte, ou dès qu'on voit, en étant arbitre par exemple, dès qu'on voit qu'une action peut engendrer de la douleur, il faut tout de suite arrêter. L'arbitre est toujours le garant de la sécurité des pratiquants. Il rythme le match, donc par le début, mais il rythme aussi en arrêtant un combat. C'est la priorité sur la sécurité. Dès qu'il y a un aspect sécuritaire qui va être piqué, on arrête de suite. Les mains dans le visage et pour finir, les arracher. Les arracher du sol, voilà, les 2 appuis de son camarade qui sont décollés du sol, les 2 appuis pédestres, je veux dire, seront interdits. Voilà, on arrête l'action et on redémarre dans des situations réglementaires et sécurisées. Donc moi j'ai une autre question en tant qu'enseignante. J'ai toujours dans mon cycle des gamines qui viennent me voir ou des garçons me disent oh, il m'a fait mal là, il m'a fait exprès, j'ai un bobo là. Comment tu gères ça? Régulièrement, j'ai des enseignants qui me disent oui, mais sport de combat, ils peuvent se faire mal, Alors, sache que déjà, la sécurité, tu vas la construire au fur et à mesure des séances par les actions qui sont interdites, mais aussi la construction de la sécurité active par tous ces travaux de chute, voilà. Ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir construire. Après, on est dans un sport de combat. Des bobos, ils arriveront forcément. Des petits bobos, tu as limité déjà les grosses actions qui peuvent blesser.
Bon, là, on ne parle pas de blessure, on va parler de petits coups. On est quand même dans un sport de préhension. Il y a un rapport très direct avec son partenaire. Les bobos qui vont arriver seront des gestes maladroits. Bon, il faut leur rappeler que ça sert aussi à s'endurcir et qu'il ne faut pas dramatiser. Donc c'est ça que j'avais une question à te poser. Donc on arrive à la fin de ce clip en lutte. Je voulais savoir comment on gagne le combat en lutte et notamment la durée surtout des combats. Donc la durée des combats est simplifiée, donc elle est aménagée. Le temps de combat moyen est entre 1 minute et 1 minute 30. C'est l'idéal, sans arrêter le chrono bien sûr. Au-delà, ça va être fatigant pour l'élève et il va s'épuiser. Donc une grosse dépense énergétique en 1 minute 30, ça suffit amplement, que tout le monde ait même quand il travaille. Ça suffit amplement, surtout qu'ils ne vont pas avoir qu'un seul combat, ils vont en avoir plusieurs durant l'heure ou les 2 heures. Donc pour gagner un combat, il y a 2 façons de gagner. Donc la première, c'est le tombé, qui est la finalité de la lutte justement. Le tombé, c'est quoi? C'est amener son adversaire les 2 épaules collées au tapis, collées au sol, pendant 2 secondes. D'accord. Et la deuxième façon? La deuxième façon, c'est une victoire au point. Une victoire au point, c'est une supériorité. J'ai plus de points que toi, donc j'ai gagné, ce qui est logique. Donc si on arrive donc sur ces points, au niveau de la cotation, est-ce qu'elle est la même que dans le monde fédéral ou est-ce qu'elle est adaptée, simplifiée au monde scolaire? Bien sûr, ce n'est pas la même qu'au milieu fédéral, elle est simplifiée pour des élèves justement qui ont pas... L'habitude d'arbitrer? Exactement, donc pour leur facilité, on va simplifier le règlement. On va simplifier dans le sens où on va tout mettre au même niveau, c'est-à-dire que si on commence debout, on amène au sol, on marque 1 point. L'amener au sol, 1 point. La deuxième façon de marquer, si j'arrive à passer derrière l'autre. Oui. Le passage arrière, on appelle ça le passage arrière. Si j'arrive à passer derrière l'autre, bien sûr la ligne des épaules, derrière la ligne des épaules, je marque 1 point également. Et ensuite, je marque 1 point, ce qu'on appelle la mise en danger. Oui, la mise en danger, c'est quand les épaules de mon adversaire sont orientées par rapport au tapis. D'accord. Donc si on résume, il y a 2 façons de gagner un combat en lutte, c'est le tombé et ou la cotation. Exactement. Une différence de cotation, si j'ai 6, t'as 4, forcément c'est moi qui ai 6 points, c'est moi qui ai gagné. Exactement. En cas d'égalité. Oui, exactement. En cas d'égalité, ça va se produire, ça se produira forcément. Celui qui a gagné est le premier qui a marqué 1 point. D'accord, et s'il y a 0-0, c'est au bon vouloir de l'arbitrage, sur celui qui a été le plus attaquant, Exactement, tu as tout compris. Voilà, c'est le plus engagé, celui qui a le plus attaqué, qui sera récompensé bien sûr, en gagnant le combat. D'accord, je te remercie. Au revoir. Au revoir et à bientôt.